Cleveland, Ohio. Octobre 1973. Une femme nommée Dorothy se rend à 5 heures du matin à la station SAO sur Pearl Road. La file d'attente s'étend sur 3 pâtés de maison. Un panneau peint à la main sur la pompe indique 4 gallons maximum. La semaine dernière, il n'y avait pas de limite. Le prix a doublé en 6 semaines. D'ici janvier, il aura triplé. Dorothy possède 5 000 $ sur un compte d'épargne à la Cleveland Trust. Il est rémunéré à 4,5%. Elle pense que cet argent est en sécurité. Ce n'est pas le cas. L'année prochaine, l'inflation dévorera un tiers de son pouvoir d'achat et elle ne comprendra pourquoi que lorsqu'il sera trop tard. Faisons un saut dans le temps. Téhéran 1979. Le Shah est renversé. Le pétrole iranien disparaît du jour au lendemain. Le pétrole double à nouveau. Le Dow se trouve exactement là où il avait commencé la décennie. Une décennie perdue pour les actions. Saut suivant. Bagdad, 1990. Saddam envahit le Koweït. Le pétrole double en quelques semaines. La récession suit dans l'année. Même déclencheur, même séquence. Même dévastation pour quiconque détient des actifs papier. À chaque fois, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit. En ce moment même, en mars 2026, le détroit d'Ormuz est fermé. Le pétrole a grimpé à plus de 100 $ le baril. Les analystes affirment que les 200 $ ne sont plus hors de portée. L'Iran a promis de faire de cela une réalité. Ce n'est pas une théorie. C'est 1973 qui se répète en temps réel, à plus grande échelle, avec une économie mondiale encore plus fragile en dessous. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels sont les cas tractifs qui ont survécu la dernière fois que les prix du pétrole ont explosé et lesquels sont tombés à zéro. Restez avec nous avant de plonger dans le vif du sujet. Ceci est de l'histoire. Pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Voici maintenant le modèle. Chaque choc pétrolier suit la même séquence. Un goulot d'étranglement se ferme. L'offre disparaît, les prix s'envolent, l'inflation grimpe en flèche, les banques centrales paniquent, les actifs papiers s'effondrent et le transfert de richesses commence alors. Des non préparés vers ceux qui sont prêts. En 1973, les producteurs de pétrole arabes imposent un embargo contre les États-Unis, après que Nixon a envoyé une aide d'urgence à Israël pendant la guerre du Kippour. Le pétrole passe de 3 $ le baril à 12 $, quadruplant son prix. Le marché boursier a perdu presque la moitié de sa valeur au cours des 2 années suivantes. Il a fallu presque 7 ans pour s'en remettre. Pas des mois, des années. 1979. La révolution iranienne retire le pétrole iranien du marché. Le pétrole double encore. L'inflation atteint des sommets à 2 chiffres. La réserve fédérale panique. En 1981, le rendement des obligations d'État à 10 ans atteint presque 16%, détruisant quiconque détient des obligations à long terme. 2026. Le détroit d'Ormuz se ferme. Un cinquième de l'offre mondiale de pétrole disparaît. La plus grande interruption d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie libère la plus grande réserve d'urgence de son histoire. Cela ne change presque rien. Le déficit quotidien s'élève à 15 millions de barils, soit la production quotidienne totale des États-Unis. Il n'y a pas de substitut facile, même goulot d'étranglement, même flambée, même panique. La question n'est pas de savoir si le modèle est réel, la question est de savoir ce que vous possédez quand il frappe. L'or, voici ce qui stupéfie les gens à propos des années 1970. L'or n'a pas seulement battu l'inflation, il a anéanti toutes les autres classes d'actifs. Et ce n'était même pas serré. Lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l'or en août 1971, l'or était à 35 $ l'once. En janvier 1980, il atteignait 850 $, de 35 à 850 en moins d'une décennie. Les actions ont perdu du pouvoir d'achat chaque année au cours de cette période. Les obligations ont perdu encore plus. L'or a progressé de 9% par an après déduction de l'inflation. Le mécanisme est simple. Lorsque les prix de l'énergie s'envolent, tout ce qui est libellé en papier perd de la valeur. L'or n'est pas libellé en papier. Il n'est imprimé par aucun gouvernement. Il n'est pas créé par la dette.
Voici un détail que la plupart des gens ignorent. Un mois avant l'embargo, l'OPEP a adopté une résolution déplorant que l'effondrement du dollar les ait dépouillés. Ils ont commencé à fixer le prix du pétrole en or plutôt qu'en dollars. Non pas parce qu'ils aimaient l'or, mais parce que même ceux qui vendaient le pétrole ne faisaient pas confiance à la monnaie dans laquelle ils le vendaient. Un document de recherche de Ames et Wills a prouvé quelque chose de remarquable. Avant l'embargo, le prix du pétrole mesuré en or avait chuté de plus de la moitié. Le prétendu bond des prix n'était pas seulement politique, c'était l'OPEP qui récupérait son pouvoir d'achat. Après le bond, le prix du pétrole exprimé en or est revenu exactement là où il était auparavant. La crise était une réévaluation, pas un choc. Mesuré dans la seule monnaie que les gouvernements ne peuvent pas dévaluer, rien n'a réellement changé. En ce moment même, l'or a dépassé les 4 500 $ l'once et a brièvement touché les 5 000 $. Le modèle est actif. Les terres agricoles, voilà qui surprend les gens. Dans les années 70, les terres agricoles étaient la deuxième classe d'actifs la plus performante en Amérique, juste après l'or. Le département de l'agriculture des États-Unis a suivi cette évolution. Les terres agricoles américaines sont passées de 137 $ l'acre en 1970 à 737 $ en 1980, plus de 5 fois le prix en une décennie. Et cela ne tient même pas compte de ce que la terre produisait. Le prix du bœuf a doublé, le maïs a presque triplé, le blé a quadruplé. La terre gagnait en valeur et simultanément, la valeur de la récolte augmentait. Le mécanisme. Les terres agricoles produisent quelque chose dont l'être humain ne peut se passer. L'agriculture moderne fonctionne au pétrole. Les tracteurs brûlent du diesel. L'engrais est dérivé du gaz naturel. Quand les prix de l'énergie montent, les prix des denrées alimentaires montent aussi. Le coût de la nourriture augmente. La valeur de la terre qui la produit augmente avec ce coût. Et contrairement à l'or, aucun gouvernement fédéral n'a jamais saisi de terres agricoles lors d'une crise financière. Pas en 1933. Jamais. Il n'existe pas de décret présidentiel pour les terres agricoles. Un gouvernement qui saisit des fermes crée une famine. Même les tyrans comprennent ce calcul. Courte pause. Si vous constatez que les actifs dont votre conseiller financier ne parle jamais sont ceux qui survivent réellement au choc pétrolier, appuyez sur le bouton s'abonner. Je vous montre les autopsies pour que vous puissiez reconnaître les modèles avant qu'ils ne se répètent. Les actions énergétiques, mais avec un avertissement crucial. Sur le long terme, les actions du secteur de l'énergie ont battu le marché global au cours des années 70. Un panier équipondéré d'Exxon et de Chevron détenu tout au long de la décennie a rapporté 5 fois plus que le S&P 500. Mais voici l'avertissement que les livres d'histoire omettent lors du choc pétrolier proprement dit, qui aurait dû être bénéfique pour les actions énergétiques. Le krach de 1973, ce même panier a perdu presque la moitié de sa valeur, tout comme le marché global. Laissez cela infuser. Le pétrole a quadruplé et les actions énergétiques ont quand même été divisées par 2. Le mécanisme. Dans une panique de liquidité, tout se vend. Les appels de marge se moquent de ce que vous possédez. Les actions énergétiques se sont redressées plus vite et sont montées plus haut, bien plus haut. Mais il fallait d'abord survivre au krach. Si vous vendiez au plus bas, les rendements à long terme ne signifiaient plus rien. Les Nifty 50 ont prouvé le contraire. Polaroid, Xerox, Avon, les valeurs sûres que tout le monde aimait et qui se négociaient à 50, 60 ou 90 fois leurs bénéfices. Quand le choc pétrolier a frappé, elles se sont effondrées. La plupart ne s'en sont jamais remises. Polaroid a fait faillite. Quand l'inflation monte, le marché cesse de payer des prix premium pour la croissance future. Il veut de la valeur maintenant, pas des promesses pour plus tard, les obligations d'État à court terme, la variante ennuyeuse. Et l'ennui a sauvé beaucoup de gens. Les obligations d'État à long terme ont été massacrées dans les années 70, un rendement fixe que l'inflation a dévoré tout cru chaque année pendant une décennie. Mais les bons du trésor à court terme, arrivant à échéance en quelques mois, ont suivi l'inflation. Ils ont à peu près atteint l'équilibre, rien d'excitant. Mais être à l'équilibre pendant que les actions s'effondrent et que les obligations saignent n'est pas ennuyeux. C'est de la survie. Le mécanisme est l'échéance.
Les bons à court terme ajustent leur taux à mesure que l'inflation augmente. Les obligations à long terme sont figées. La durée a tué les investisseurs obligataires, une échéance courte les a sauvés. Qu'est-ce qui est alors tombé à zéro? Les comptes d'épargne. Dorothy à Cleveland avec ses 5000 dollars à la Cleveland Trust. La banque lui versait 4,5%. L'inflation était à 12%. Elle payait la banque pour garder son argent. Elle ne le savait juste pas. Et voici ce que les livres d'histoire omettent. Les personnes les plus durement touchées n'étaient pas des parieurs. C'étaient les épargnants les plus conservateurs et responsables d'Amérique. Les gens qui ont tout fait correctement, qui ont épargné, qui ont évité les risques, qui ont fait confiance au système. Ils ont été anéantis. Non pas par un krach, mais par l'érosion rampante et invisible de leur pouvoir d'achat, alors que leur gouvernement leur disait que tout allait bien. Les signaux d'alarme en ce moment même. Le détroit d'Ormuz est fermé. La réserve stratégique de pétrole peut libérer 4,5 millions de barils par jour. Le déficit quotidien est de 15 millions. La réserve ne peut pas combler l'écart. Elle peut faire gagner des semaines, pas des mois. Les nations d'Asie du Sud-Est rationnent déjà le carburant. La Thaïlande et le Vietnam sont à sec à la pompe. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Les mécanismes qui ont sauvé le monde en 1974, capacité excédentaire, producteurs alternatifs, réserves d'urgence, sont aujourd'hui plus faibles qu'il y a 50 ans. Le modèle est visible si l'on est prêt à regarder. Dorothy à Cleveland a attendu 3 heures à 5 heures du matin pour 4 gallons d'essence. Elle ne savait pas qu'elle vivait un transfert de richesse. Personne ne lui a dit. Les journaux parlaient de pénurie. Le gouvernement disait que c'était temporaire. Sa banque lui disait que ses économies étaient en sécurité. Pendant ce temps, Bunker achetait de l'argent pour 3 dollars l'once parce qu'il avait étudié Weimar et comprenait ce qui arrive quand les monnaies papier perdent leur ancrage. Il avait raison, jusqu'à ce qu'il devienne cupide avec l'effet de levier et que le gouvernement change les règles. Mais l'instinct était correct. Les actifs physiques hors du système bancaire ont conservé leur valeur, contrairement aux actifs papier. Dorothy a fait confiance au système. Bunker a fait confiance à l'histoire. Le modèle et ses mathématiques. Le résultat est inévitable. La seule variable, c'est vous. Diversifiez-vous maintenant avant d'y être contraint. Si ce voyage à travers l'histoire des chocs pétroliers a changé votre vision de la sécurité de votre propre patrimoine, abonnez-vous à cette chaîne et likez-la. Nous déterrons les vérités historiques que l'on a tenté d'enfouir. Protégez votre avenir. La prochaine révélation économique sera bientôt partagée.